Bon, bonjour à tous, merci de nous rejoindre de nouveau. Alors pour commencer, je voudrais faire un hommage, et nous allons faire un hommage avec Michel Rivasi à quelqu'un que certains connaissent, c'est Serge Rader, pharmacien. On a eu le plaisir d'être ensemble à la conférence de presse que nous avions fait à la représentation du Parlement européen à Paris en septembre 2016 à l'occasion du secret médical. Et il était venu aussi en juin 2014 sur le garde d'asile. Un lanceur d'alerte absolument extraordinaire, malheureusement, qui est décédé lors d'un remplacement de pharmacien en Guadeloupe, dans des circonstances qui visiblement ne sont pas forcément liées à la Covid, mais surtout à une hospitalisation. J'en dirai pas plus, parce que de toute façon, je ne connais pas le fond du dossier, mais attention aux éventuelles informations qui sont peut-être sur le net et qui mériteraient certainement d'être vérifiées. Donc Michel, bonjour. D'abord, merci, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était... j'allais dire pas loin de chez toi. Chut. On est dans une région en France entre les montagnes, les océans et puis donc on se connaît depuis un certain nombre d'années. Et puis il y a deux choses qui seraient intéressantes, c'est peut-être refaire une toute petite analyse de la capsule au niveau du CSI que tu nous avais fait sur l'opacité ou la transparence, ça dépend si on est optimiste ou pessimiste des contrats vaccinaux au niveau de l'Europe. Peut-être que depuis que tu es intervenu, c'était il y a 1 mois et demi je crois, il y a peut-être eu des événements. Et puis peut-être parler, puisqu'on en avait abordé, quand on avait abordé le secret médical, c'est le pass vaccinal, qui a été mis au journal officiel il y a le 1er juin, donc c'est il y a 2 jours, pour une mise en application le 7 juin, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce pass sanitaire, ce pass vaccinal, ce passe partout, ce pass tout court, qui visiblement a été légiféré, ça y est. Et voilà, donc Michel, si tu pouvais nous expliquer, puis après on posera des questions. Merci. D'accord, très bien. Merci à tous. Je suis très contente de te retrouver dans mon département. Alors, je vais vous parler sur le plan européen, ce qui se passe. D'abord, sur l'histoire des contrats de vaccins. Parce que suite à la pandémie, vous savez qu'il y avait 4 pays, dont la France, qui avaient voulu commencer à acheter des vaccins de façon groupée. Et quand la commission a vu ça, ils se sont dit, mais s'il y en a 4, pourquoi pas 27 ? Et donc, ils ont dit, si on fait des commandes, il faut que ce soit des commandes groupées pour pas qu'il y ait une concurrence entre les pays. Parce que les pays qui ont les moyens vont acheter des vaccins, et les pays qui ont moins de moyens, vous voyez, ils vont être démunis face au prix des vaccins. Donc ça, c'était une très bonne chose, je trouve, de faire des achats groupés. Donc, la commission a dit, mais faire des achats groupés, il y aura ce qu'on appelle des contrats de préachat. Et pour ça, il faut un vote du Parlement européen. Donc, très vite, donc c'était en 2020, très vite, ils nous ont fait voter à peu près, c'était 2,2 milliards d'euros pour qu'il y ait les négociations avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc, on a voté. On était confiants sur le fait que c'était des achats groupés, que ça allait arrêter la jungle de l'augmentation des prix des vaccins. Et puis après, c'est parti en négociation. Et dans les négociations, premier problème, c'est qu'ils ont nommé 7 négociateurs, donc qui représentent 7 pays. Sauf qu'on ne pouvait pas connaître le nom des négociateurs. Ils nous ont dit, on ne peut pas vous les donner parce qu'il va y avoir des pressions sur les négociateurs. Ils m'ont dit, les pressions de qui ? Et puis nous, ça nous intéresse de savoir s'ils ont bossé pour les labos. Quel est leur pédigré en fait ? Donc ça a été niette. Et la responsable de ça, c'est Sandra Gallina, qui vient de la commission Trade. Donc elle est habituée, aux négociations. Commission Trade, c'est la commission qui fait toutes les négociations sur les accords commerciaux, vous voyez, sur TAFTA, Mercosur, etc. Bon. Donc elle est auditionnée, et puis on lui dit, avec qui vous allez négocier ? Alors elle dit, voilà, la stratégie, c'est que on va voir plusieurs labos, parce qu'au début, il n'y avait aucun vaccin qui était sorti. Il faut bien vous mettre quand même dans l'histoire. Donc, ils ont réuni tous les labos, donc Sanofi, GSK, il y avait bien sûr Pfizer, CureVac, Johnson & Johnson, etc.
Et on va choisir un portefeuille en fonction des labos. Et puis on va négocier labo par labo. Bon. Pourquoi pas, en disant, mais on n'est pas sûr quand même que le vaccin va sortir dans l'année, hein, puisqu'il faut entre 4, 5 ans, 7 ans pour avoir un vaccin. Ils ont commencé les négos et en parallèle, les labos faisaient leurs études cliniques. Et puis très vite, au bout de la quatrième négociation, on leur a dit, mais vous négociez quoi? Vous négociez le prix, mais en fonction de quoi? Et donc ils nous ont dit, ben, on négocie des accords de préachat avec tant de millions de doses, et en même temps sur la responsabilité en cas d'effet secondaire. Alors ça nous intéresse. Et on leur a dit, ben, on veut savoir exactement ce qu'il y a dans les contrats. Et c'est là où on dit, on ne peut pas vous fournir les données tant qu'on n'a pas négocié. On arrive au 6e contrat, donc négocié. Et là, on nous dit toujours, on ne peut pas vous donner accès au contrat. Alors, ça, c'est un aspect des choses qui intéresse l'ensemble du Parlement européen. Et puis moi, je suis dans la commission contrôle budgétaire. Donc, on doit contrôler l'exécutif. Et dans le cas de la commission, moi, je leur dis, si j'ai pas au moins par labo combien vous avez donné sur ces 2,2 milliards d'euros, sachant qu'en plus, les États membres rajoutaient 750 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on était à 2,9 milliards d'euros, quoi. Hein. Et donc, moi, je voulais avoir la répartition qu'on avait donnée à chaque labo. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Est-ce qu'ils le mettent dans la production des vaccins? Est-ce qu'ils les mettent dans la recherche et développement? Tu vois, est-ce qu'ils les mettent dans le marketing? J'en sais rien, moi. Mais où va cet argent? Et là, c'était, on ne peut pas vous les donner, c'est secret d'affaires. Bon. Là-dessus, après, il y a eu les autorisations conditionnelles de l'Agence européenne des médicaments. Donc ça a commencé par, alors qui c'est qui est le premier? C'est BioNTech, qui s'est adossé à Pfizer. BioNTech, vous savez, c'est une start-up allemande en fait, c'est marrant, c'est un couple de Turcs qui a beaucoup cru à l'ARN messager. Et puis après, ils ont débauché une américaine qui avait déposé un brevet sur les ARN messagers. Et ils l'ont recruté et ils se sont adossés à Pfizer parce qu'ils n'avaient pas les sites de production. Vous voyez, très souvent, c'est une start-up qui s'adosse à un gros labo. Il y a eu AstraZeneca. Je crois que AstraZeneca, ça a été un des premiers. Et AstraZeneca s'est associé à Oxford, c'est une université anglaise, justement sur un autre type de vaccin. Lui, il n'est pas ARN messager, c'est des adénovirus. Et puis après, il y a eu Moderna. Ça, c'est un Français qui a monté une start-up aux États-Unis à base d'ARN messager. Puis après, il y a eu Johnson & Johnson. Donc il y en a 4 à l'heure actuelle qui sont autorisés au niveau des vaccins. Mais toujours refus de nous donner les contrats. Alors moi j'ai eu 2 stratégies. La stratégie, la commission contrôle budgétaire. J'ai demandé aux coordinateurs, parce que vous savez dans les commissions il y a les coordinateurs qui représentent les groupes politiques, pour qu'on fasse une plainte de la commission contrôle budgétaire à la commission, en disant, nous en tant que députés, on ne peut pas avoir accès aux données, donc ça c'est illégal. Vous voyez, on ne peut pas faire notre boulot. Si on n'a pas le contrôle de l'argent qui est donné, qu'est-ce que vous voulez faire? Et moi à un moment, je dis, mais qui vous dit qu'il n'y a pas un détournement d'argent? Donc détournement d'argent, mais je leur ai dit, mais peut-être cet argent n'a servi qu'à payer les actionnaires, à la limite, ou à augmenter le salaire du directeur. Qu'est-ce que je peux savoir? Moi, je ne sais pas. Cet argent, bon. D'autant plus qu'on a eu des infos, parce que vous savez, quand c'est secret, c'est jamais secret, par les Italiens et par la secrétaire du budget belge, qui, étant harcelée par ses citoyens belges, avait tweeté le prix des vaccins. Et c'est là où on s'est aperçu que AstraZeneca, par exemple, le prix des vaccins, c'était 1,25 € ou 75. Par contre, tous les ARN messagers, ils étaient 12 €, 15 €. Bon. Maintenant, ils sont à 19 €. Vous voyez, chaque fois, ils augmentent d'ailleurs après. Alors moi, je posais des questions.
naïve en disant pourquoi les vaccins ARN messagers sont plus chers que les autres. Ils nous donnent une explication. Parce que une fois que vous avez fabriqué l'ARN messager, vous n'avez pas toutes ces cultures. Tu vois, parce que les adénovirus sont un peu plus compliqués quand même, hein, il faut cultiver, tout ça. Alors que les ARN messagers, bon, enfin, pas de réponse. Donc ma stratégie, c'est porter plainte. Mais j'ai pas eu l'accord des coordinateurs, notamment PPE, c'est des conservateurs, et les libéraux, qui ont dit pas question qu'on porte plainte à la commission pour ce déficit d'information. Donc ce que je voulais vous dire quand même, c'est que c'est pas que les labos qui cachent l'info, c'est qu'il n'y a pas une volonté des parlementaires d'avoir aussi accès à l'info. Tu vois ? C'est comme si c'était un crime de lèse-majesté de faire ça. Alors j'avais la gauche avec moi, hein, la gouée c'est la gauche-gauche, il y avait les Verts, mais les socialistes, le mec il n'y est jamais, donc il n'avait pas voté. Et puis après j'avais ECR qui sont les eurosceptiques, le PPE contre moi et les libéraux. Bien que le secrétariat de la commission contrôle budgétaire était tout à fait favorable à ma demande, en disant c'est pas normal, c'est un dysfonctionnement du Parlement. Bon. Deuxième voie que je choisis, c'est, et là j'interviens au groupe Vert, pour leur dire c'est inadmissible qu'on n'ait pas accès à ces contrats. Parce que il y a des clauses de responsabilité, tu vois, en cas d'effet secondaire, qui va payer, et puis il y a les clauses de comment l'argent est distribué. D'autant plus que là, on a eu des infos des journalistes italiens, et ils nous ont fourni le contrat d'AstraZeneca. Et on voyait bien que, en cas de problème, le labo allait se retourner contre les États membres qui achetaient les vaccins, et c'est les États membres qui allaient payer les indemnités pour les gens qui avaient des effets secondaires. Et que si le patient allait attaquer le labo, eh ben, l'État membre allait payer toutes les actions juridiques du laboratoire pharmaceutique. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, mais c'est illégal de faire ça. Et on a fait, il y a une association belge qui a fait faire une étude à des juges, enfin des avocats belges, qui ont montré le côté illégal. Vous voyez, on ne peut pas faire ça, même dans la loi belge. C'est droit et liberté? C'est ça, oui. C'est une association qui est très... bon. Donc, et puis alors, comme on faisait pression, parce que chaque fois on posait la question, alors au début j'étais seule, mais après, il y a même des gens de Renew avec Canfin qui posaient des questions sur la transparence. Mais après, ça s'est déployé quand même. Il y a plein de gens qui demandaient la transparence des contrats. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, en accord avec les labos? Ils ont dit, ben ok, mais vous aurez accès dans une pièce secrète. Donc vous y allez, donc pas de portable, juste un papier et un crayon, on vous donne les contrats, et puis vous notez ce que vous voulez, tout ça. Alors moi je dis, mais moi il me faut un expert juridique, parce que ce soit les contrats, il y a tout ça. Ah non, seul, là, et vous avez 45 minutes. Donc j'y suis allée, le premier contrat qui a été accepté par le labo, c'est un contrat CureVac, qui n'est toujours pas autorisé en parenthèse encore. Et donc, je regarde le contrat, et tout ce qui touchait à la responsabilité, c'était biffé. C'était noirci. Tout l'argent, vous voyez, quand on dit on a donné tant dans le labo, c'était noirci. D'ailleurs, tout ce qui nous intéressait, c'était noirci. Il y avait juste les titres. Alors après, devant la commissaire, tu vois, on montrait ça, on dit, c'est pas de la transparence, ça. Tu vois, c'est la pseudo-transparence. Et quand on a eu les contrats par les journalistes, on a eu les contrats dans leur entier. On ne sait pas comment ils les ont obtenus, mais enfin, on en a 3 à l'heure actuelle, et qui sont passés par des biais détournés, mais pas officiellement. Et donc là, au niveau du groupe Vert, on attaque en justice depuis début de semaine, parce que vous pouvez attaquer à la Cour de justice européenne que si la commission, vous lui faites un courrier, il vous répond, il dit non, il faut refaire un courrier, ils ont 15 jours pour répondre. Là, ils ont demandé encore 1 semaine pour répondre, et maintenant, ils n'ont toujours pas répondu, donc on attaque la Cour de justice. Donc ça va prendre 2 ans. Hein. Mais, bon. Mais on le fait sur le principe, parce que ça, c'est inadmissible. Donc ça, c'est tout le boulot qu'on fait en tant que parlementaire européen. Ils savent que on ne va pas les lâcher là-dessus. Alors, qu'a fait la Commission? Parce qu'elle s'est fait complètement abuser par son histoire de contrat avec AstraZeneca. Puisque AstraZeneca
AstraZeneca devait fournir 300 millions de doses. On a su par les journalistes italiens que l'Europe leur a donné 336 millions d'euros. Donc moi je leur dis, donner 336 millions d'euros, ils en ont fait quoi? Parce que soi-disant, ils avaient 3 usines en Europe, donc 2 en Angleterre, et ils ne peuvent pas produire. Alors, ils font quoi? Où est passé cet argent? Et sur les 180 millions de doses que devait fournir au premier trimestre AstraZeneca, ils en ont fourni que 30 millions. Alors, la présidente de la commission, qui a été fortement attaquée par les parlementaires, elle a dit mais je réunis le laboratoire avec Thierry Breton. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, AstraZeneca, sur les 2 labos qu'ils avaient en Angleterre, même avec un contrat qui avait été signé avant avec l'Europe et après avec l'Angleterre, eh ben, ils ont fourni les doses aux Anglais, en priorité, et pas aux Européens. Donc là, la Commission a porté plainte, et en ce moment, il y a un procès contre AstraZeneca pour n'avoir pas divulgué et fourni les doses auxquelles l'Europe a payé. Quoi. Bon, ça, c'est bien fait pour moi, je leur dis, c'est bien fait pour vous. Vous voulez notre soutien, vous ne nous donnez rien. Après, vous attaquez, eh ben, vous vous êtes fait avoir. Et puis alors, notre Galina, là, elle s'est fait pincer, alors on la voit plus, hein, parce que en fait, toujours par les Italiens, on apprend qu'il y a eu un webinaire confidentiel où il y avait tous les laboratoires pharmaceutiques, où elle était présente, où il y avait 3 parlementaires européens, donc les Italiens, et il y avait même un des responsables de la Cour de justice européenne. Et ça, vous savez qu'il y a un truc à l'Europe, c'est que dès que vous, en tant que commissaire ou en tant que haut fonctionnaire de l'Europe, vous recevez un lobby, vous êtes obligé de l'inscrire dans votre agenda. C'est une obligation. Et là, ce n'était pas inscrit. Donc, on a fait remonter cette histoire de webinaire qui n'était plus confidentielle en disant, mais que fait cette personne de la Cour de justice européenne là-dedans? Et que fait Galina là-dedans? Et donc maintenant, elle a disparu des radars, on ne la voit plus. Ils font monter Ryan, qui est un autre qui fait partie de la DG Santé, tu vois, pour expliquer. Bon. Donc ça, vous voyez, c'est la partie. Donc on n'a toujours pas, vous voyez, après plus d'1 an, accès au vaccin. On a 3 contrats, 4 contrats, parce qu'on le sait par la bande, mais officiellement, on n'a rien. Et donc l'action qu'on mène, c'est la Cour de justice européenne pour non-divulgation de données qui touchent à l'intérêt général. Donc ça, c'est l'accès aux données et sur le fait qu'un député européen ne peut pas faire correctement son boulot pour contrôler l'exécutif s'il n'a pas accès à ces données. Donc là, on ne lâche pas. Après, la deuxième chose, c'est la semaine prochaine, on va voter le certificat. Alors, c'est plus parce qu'ils avaient parlé de certificat vert. Tu vois. Alors, il n'y a rien de vert là-dessus. Et les verts sont montés au créneau pour dire vous n'employez pas ce terme, certificat vert. Donc, c'est un certificat numérique. Donc, ce certificat numérique, en fait, il veut harmoniser les déplacements sur le plan européen. Puisque vous savez, on est dans l'espace Schengen, qui est la liberté de circulation, et que plutôt que d'avoir un certificat dans chaque pays, on veut harmoniser ça. Alors l'idée, c'est de dire, c'est un certificat sanitaire. Alors je vous dis pourquoi, parce que moi, je voterai contre, mais il y a plein de gens qui vont voter pour. Enfin bon. C'est de garantir une sécurité vis-à-vis des déplacements. Mais c'est surtout parce que certains pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce, ils ne vivent que de tourisme. Et s'il n'y a pas une liberté de circulation, ils n'ont plus de touristes. Donc ils ont fait pression au niveau du Conseil des États pour dire il faut franchement, alors ils parlaient de passeport, donc nous passeport on a dit non, c'est pas un passeport, de certificat, vous voyez, pour que les gens puissent se déplacer. Mais ils font comme si ce certificat c'était un certificat de sécurité. Or, quand on reprend, il faut quoi? Il y a 3 choses qui sont demandées. C'est être vacciné, mais être vacciné, c'est pas ne pas transmettre le virus, puisque à l'heure actuelle, il y a quand même des études qui montrent que vous pouvez être vacciné et transmettre le virus. C'est de faire des PCR
de 72 heures, mais on a vu des exemples où les gens, Serge Rader, qui a fait une PCR qui était négative, quelques jours après il était positif, donc c'est pas une garantie vous voyez, de ne pas transmettre le virus. Et la troisième chose, c'est d'avoir été infecté par le Covid. Et donc là, il n'y a toujours pas les critères. Est-ce que c'est d'avoir des anticorps, c'est d'avoir un certificat d'hospitalisation? Il n'y a pas de critères pour... non. Voilà, alors si vous avez ces éléments-là, vous pouvez prendre l'avion, prendre le train, et les Espagnols disent, mais nous, vous avez un des trois, vous êtes acceptés, etc. Et moi je dis, c'est une fausse sécurité. C'est-à-dire, on le vend comme si c'était sécuritaire, alors que c'est pas sécuritaire. Et puis après, la deuxième chose sur laquelle on s'est beaucoup bagarré, c'est l'histoire du prix du PCR, enfin de ces tests. Parce que nous, en France, c'est la Sécu qui paye, mais la personne ne paye pas. Mais vous allez en Espagne, c'est quand même 100 €. Et donc, pour les jeunes, 100 € ou pour une famille, eh ben, ça commence à faire. Et en plus, si vous voulez l'avoir de suite, rapidement, c'est 120 €. Vous voyez, ils augmentent le prix en fonction de la rapidité du résultat. Donc nous, on a dit ça, c'est discriminatoire. Et puis, on était très sensible à la protection des données personnelles. Parce qu'on ne voulait pas que ça soit, que les données soient centralisées avec un serveur unique. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, tu as l'état de... On voit si tu es vacciné ou pas, on voit si tu as eu le Covid ou pas, et puis tu as un QR code qui fait que ces données, on ne sait pas où ça va aller. Bon. Donc il y a eu des trilogues, parce que ça a été voté une première fois. Après, vous savez, un trilogue, c'est, une fois que ça a été voté par le Parlement européen, ça passe aux États et à la Commission. Vous voyez, après, c'est en tripartite. Et là, c'est la guerre. Parce que nous, parlementaires, on défendait l'idée que, il fallait faire la protection des données personnelles, donc pas de centralisation. Et on disait, si certains ont un QR, on veut aussi un papier. Parce que, tu vois, tu as juste le papier, il n'y a pas de centralisation. Donc ça a été accepté. Par contre, les tests gratuits, ça n'a pas été accepté parce qu'ils ont dit c'est aux États membres à payer. C'est les États membres, ils font ce qu'ils veulent. Alors on a débloqué 100 millions d'euros, mais c'est pas avec 100 millions d'euros que tu arriveras à résoudre les problèmes en Grèce ou en Espagne. Et puis dans d'autres pays, en Croatie aussi, tu vois, c'est cher, quoi. Et quoi d'autre bon. Alors j'ai eu une discussion ce matin, là, il y avait toute une discussion avec le groupe vert. Alors il y en a certains qui vont voter pour, parce qu'ils se disent, il vaut mieux avoir un certificat harmonisé sur l'ensemble de l'Europe, plutôt que chaque pays qui va faire un peu sa propre cuisine. Sauf qu'elle existe déjà, la propre cuisine. Parce que regardez les touristes anglais, que vous soyez en France ou en Allemagne, ils seront mis en quarantaine. Alors qu'en Espagne, ils sont acceptés. Donc déjà, il y a une discrimination. Donc, alors il y a deux positions. Il y a des gens qui sont pour l'harmonisation, et puis il y a des gens comme moi qui disent que c'est un faux certificat de sécurité. Et puis après, ils vont se servir de ça pour dire, ben, vous voulez aller au spectacle, présentez votre certificat. Donc vous voyez, vous allez après sur vos libertés personnelles. Voilà où on en est. Merci beaucoup Michel, c'est fou parce qu'en fait tu avais dit dans ton introduction en septembre 2016 justement tout le danger de ce hub data, ouais. Health Data Hub. Donc en fait la crise Covid n'a été là que pour accélérer les mesures. Mais ces mesures, on voit bien qu'elles ont été créées depuis des années et que Inch'Allah pour ceux qui en sont les bénéficiaires, notamment les actionnaires. Moi j'aurais une question, tu te rappelles l'article 49 de la loi santé, parce que c'était le leitmotiv de notre conférence sur les données de santé qui était qui par l'ISDN, l'Institut National de Santé de Données, ou des données de santé, je sais plus, permettait aux assureurs, et donc toutes ces associations ou structures à but lucratif, puisqu'il est marqué dans le texte de loi, l'article 49, sur la loi santé 2016 je crois, que ces données médicales pouvaient être données donc
à ces entreprises à but lucratif. Est-ce qu'au niveau européen, il y a le même genre de choses? Est-ce qu'il y a le même genre de législation qui permet aux données de santé donc européennes, et donc via ce carnet, ce certificat vert numérique, est-ce qu'au niveau européen, il y a aussi quelque chose qui permet au privé, enfin aux activités? Ben, écoute, normalement l'Europe est très sensibilisée sur la protection des données. Tu vois, la directive RGPD, elle est pour protéger le consommateur, le patient, etc. Maintenant, sur la santé, comme la santé, c'est pas une compétence européenne, les États membres, en fait, et c'est typique de la France, ça. Parce que la France, regardez le Stop Covid, eh ben c'est centralisé. Alors que dans le règlement qui va être adopté, on refuse la centralisation. Donc après, les États membres, ils font ce qu'ils veulent. Donc je dirais que sur le plan européen, il y a quand même une directive qui essaie de protéger. Sauf que, un, tu n'es pas à l'abri des hackers, et deux, tu n'es pas à l'abri, parce qu'on le voit maintenant dans les essais cliniques, qu'il n'y a pas des données, tu vois, qui vont être utilisées à des fins même de recherche. Et donc ça, à chaque fois, nous, on est assez vigilants. Mais moi, j'avoue que ça me dépasse un peu. Et je crois que s'ils veulent accéder à ces données, ils pourront le faire. Même si, tu vois, il y a une directive qui est quand même assez vigilante là-dessus. Parce que il faut que vous vous rendiez compte, c'est que l'Europe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pays qui sont hyper sensibles à la liberté individuelle. Et tous les pays anglo-saxons. Et notamment, c'était un certain Albrecht, c'est un Vert d'ailleurs, qui était rapporteur sur justement la protection des données personnelles, qui a été à l'origine de cette directive RGPD. Mais après, vous voyez bien, moi sur mon portable, ça me bloque chaque fois, alors il faut faire accepter. Vous croyez que vous lisez tout? Vous acceptez? Vous voyez, c'est le truc, c'est un peu comme l'obligation vaccinale. Ils disent qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale, mais si on vous dit vous ne pouvez pas aller à Bruxelles si vous n'êtes pas vacciné, parce que moi c'est un peu mon cas, je ne vais plus à Bruxelles depuis 6 mois. Pourquoi? Parce que soit je suis vacciné et je peux prendre le train, soit si je ne suis pas vacciné, il faut au moins que je fasse 3 tests. Un test avant de partir, vous voyez, 72 heures, donc ici il faut que j'aille à Delphi, faire mon test, en plus je pars le lundi, je n'ai même pas forcément les résultats. Après, vous pouvez, il va fonctionner que 72 heures, donc comme je reste jusqu'à jeudi, il faut que je fasse un autre test, et avant de partir, il faut que je fasse un 3e test. Alors moi, l'histoire PCR avec le truc, non. Donc je fais tout en visioconférence. Mais vous voyez que c'est après, on est un peu coincé, quoi. Ouais, c'est une obligation indirecte. Donc voilà, si vous avez des questions, donc c'est hyper intéressant. Comment l'Europe les députés européens ont pu accepter des vaccins, des vaccins avec les grands laboratoires, sans être sûr, sans avoir la responsabilité engagée de ses propres de ceux qui ont créé ces vaccins. Comment ça peut être accepté, ça? Alors, ils sont pas responsables de ce qu'ils font. Comment est-ce possible? Alors, il y a 2 grandes législations. Ils ont été auditionnés, les labos. La législation américaine fait qu'il y a une exemption des labos vis-à-vis de toute responsabilité. Ça, c'est les Américains. Quand ils sont venus, ils ont été auditionnés par les députés européens. On leur a posé la question. Mais ils disent, vous voulez des vaccins? Ben, vous ne nous posez pas de conditions. Et parce qu'aux États-Unis, on leur demande rien. Tu vois, ils ne sont pas responsables. Et alors, ils jouent sur l'autorisation conditionnelle ou l'autorisation d'urgence. Quand un État te commande quelque chose, parce qu'il y a une urgence sanitaire, eh bien, ça dédouane les labos de toute responsabilité. Et dans le cas de l'autorisation conditionnelle, parce qu'on est en autorisation conditionnelle, tu vois, ils surfent là-dessus pour dire, et d'ailleurs dans les éléments qu'on a, tu vois, sur les contrats de vaccins, ils jouent là-dessus.
Et puis, après, ils ont joué sur la peur. Parce que tu as plein de gens qui disaient, mais il ne faut pas donner des contraintes au labo. Il faut qu'ils nous sortent les vaccins. Parce que tu vois, il faut se mettre dans l'histoire. Au début, on n'avait pas de vaccin. Et donc, arrêtez. Tu vois, ils engueulaient les écolos. Arrêtez de demander des comptes. Quand je me suis bagarrée sur la dérogation de la directive OGM, parce qu'on savait que la plupart des vaccins allaient être génétiquement modifiés. Tu vois, les adénovirus, c'est des vaccins génétiquement modifiés. Eh ben, ils ont dit, pour pouvoir fabriquer des vaccins, il faut faire sauter la dérogation sur les OGM qui demandent des études environnementales et de toxicité. Eh ben, par l'urgence et la peur, eh ben, les députés ont voté ça. Alors moi, je leur dis alerte, attends, on va voter. On a une directive qui nous protège, et sur les vaccins, on va voter cette dérogation. Ah mais ils ont surfé sur l'urgence. Hein. Et tu vois, on a été 100 députés à voter contre pour sauter les digues, tu vois. Hein, on le voit sur d'autres choses. Juste quand vous dites Mais oui, j'utilisais souvent ce compte, c'est kilos en fait. Ben, c'est les députés européens. Tu vois, les députés européens, on est 753. Là-dedans, tu as différents groupes politiques. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, tu as les PPE, c'est les conservateurs, c'est le groupe le plus important. Tu as ECR, qui sont les eurosceptiques. Tu as après les sociodémocrates. Après, tu as les libéraux. Les libéraux, c'est Macron, quoi, c'est Renew. Hein. Après, tu as les Verts. Après, tu as la GUE. Et après, tu as ID, qui sont les fachos. Donc, quand tu votes, tu as tous ces gens-là qui votent. Mais un PPE français et pas un PPE polonais. Et donc, tu peux avoir un PPE français qui vote avec toi, parce que c'est beaucoup moins rigide qu'à l'Assemblée nationale. Tu vois, les groupes politiques donnent des consignes de vote, mais tu n'as pas une pression sur les individus qui ne votent pas comme la consigne de vote qui est demandée par les partis. Tu vois, ça c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut gagner. Vous voyez, moi j'ai une stratégie quand je fais passer un texte. Je regarde par exemple tous les anciens ministres, parce qu'il y a beaucoup de ministres comme députés européens. Tous les anciens ministres sur la santé et l'environnement. Ceux-là, ils sont beaucoup plus sensibles aux amendements des écolos. Alors que si je demande à un ancien ministre de l'agriculture, c'est même pas la peine. Donc tu joues à la fois sur les femmes, tu joues sur les anciens ministres, toi, tu joues sur... Et tu gagnes des fois. Et puis il y a certains pays, tu vois, ils peuvent être PPE, mais ils peuvent être sensibles par exemple à la souveraineté européenne. Tu vois, à l'industrialisation européenne. C'est très curieux. Enfin, tu vois, c'est la grande stratégie, l'Europe. C'est pas monolithique. Alors moi j'aurais une question qui fâche. C'est qu'on a l'impression que les Verts sont un petit peu plus efficaces ou un peu moins inefficaces au niveau européen qu'au niveau de l'Assemblée nationale, où on se demande un peu où ils sont actuellement. Mais il n'y en a pas. Alors c'est sûr, il n'y a pas de députés verts à l'Assemblée nationale. Il n'y en a aucun. Il y a un groupe quand même écologie. Au Sénat. À l'Assemblée nationale, il n'y a aucun Ah bon, député vert. D'accord. Donc tu peux être déçu. Ben non, néanmoins le Sénat a voté comme une seule voix avec les Verts le passeport santé. Alors ils se sont abstenus. Et alors, justement, ils se sont abstenus parce qu'il y a eu des pressions de par la hiérarchie des Verts, ou ils se sont abstenus par conviction personnelle, ce qui pose un vrai problème par rapport à ce que tu dis au niveau européen. Mais attends. Ah, c'est une question qui peut fâcher, hein. Non, mais moi ça ne me fâche pas, c'est un vrai débat au niveau des Verts. Quand je vois les Verts allemands, ce matin on a eu ce débat, donc tu vois, il n'y a pas plus récent. Les Verts allemands, ils vont voter pour. Parce qu'ils disent il faut qu'on sorte de cette disharmonie européenne. Il faut que les gens puissent voyager. C'est vrai ce que tu dis, parce que c'est pas un passeport, mais il faut. Tu comprends que moi, on a des députés verts espagnols, on a des députés verts italiens. Ils se disent mais nous, il faut développer le tourisme. Et donc pour ça, il faut avoir un certificat. Non mais tu vois leur logique. Ils disent, si on n'a rien, c'est pire que tout, parce que chaque État va avoir sa propre stratégie.
Donc autant avoir quelque chose d'harmonisé. Et c'est un peu vrai. Sauf que ce qui est harmonisé, eh bien, je trouve que c'est mettre les gens dans une fausse sécurité. Et d'ailleurs, on le voit, moi je voyage beaucoup, même si on est en plein Covid, mais tu vois, les gens qui sont vaccinés, ils se disent, tu peux m'embrasser, je suis vacciné. Mais je dis non, justement, t'es à risque. Alors ça les choque, je dis ça. Parce que moi je suis pas vacciné. Donc si je suis pas malade, je transporte pas le virus. Sauf si je suis asymptomatique. Hein. Mais toi, tu peux transporter quand même aussi le virus. Donc non. Tu vois, donc ça veut bien dire que le message, t'es vacciné, donc tu ne crées plus rien. Et tu ne transmets plus. C'est ça que l'on... Et donc, les députés européens, ils pensent la même chose. Alors ça, c'est la position des Verts allemands. Elle est... Puis en plus, ils peuvent gagner les élections, les Verts allemands, là. Peut-être que la prochaine chancelière, c'est une verte. Hein. Donc, ils font attention à aller dans le sens quand même de leur électorat. Et si ça donne un espoir au niveau des Allemands, il est difficile que les Verts allemands, enfin ça je fais de la politique réalo là, hein, disent on n'est pas d'accord avec les certificats, tu vois, qui permet les échanges. Par contre, les Français ils sont beaucoup plus... il y en a beaucoup qui vont voter contre. Les Autrichiens, ils ont dit qu'ils allaient s'abstenir. Donc tu vois, tu auras des votes variés quand même. Hein. Bon, merci beaucoup Michel et merci à toutes les personnes qui étaient présentes